Donc nous, le premier enjeu, c'était de répondre à un enjeu de santé publique et l'eau du robinet est de plus en plus polluée. Nous, on vient de la Martinique, on a grandi là-bas. 95% de la population a été contaminée à un pesticide cancérigène qui s'appelle le chlordécone. Utilisé de 1972 à 1993 aux Antilles, le chlordécone. Hors de question de consommer l'eau du robinet, déclarée dangereuse pour la santé. Enquête que vous dévoile RMC. Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit, la faute aux bouteilles d'eau. Plus de 3000 habitants de France, des Ardennes, de la Meuse et des Vosges sont aujourd'hui privés d'eau potable. Interdiction de boire l'eau du robinet à cause d'une pollution au PFAS, ces polluants éternels qui ont contaminé les eaux souterraines. La nation de l'État français dans le scandale de la pollution des Antilles au chlordécone. Donc on avait fait une première levée de fonds avec notamment Jean-Pierre Nadir, que beaucoup connaissent par rapport à qui veut être mon associé. C'est tout petit. Mais malgré tout, ça permet d'avoir une finesse de filtration à 0,1 micron. Globalement, réduire drastiquement la grande majorité des polluants qu'on retrouve dans l'eau du robinet. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Et ça tombe bien aujourd'hui parce qu'on va parler justement de filtre. De Pureva. On vous laisse vous présenter, messieurs. Bon, salut à tous. Déjà, merci beaucoup les gars de nous recevoir sur le podcast. Donc avec Adrien, on a lancé Pureva. On propose des solutions de filtration de l'eau du robinet. Donc nous, le premier enjeu, c'était de répondre à un enjeu de santé publique. On le sait, l'eau du robinet est de plus en plus polluée. Nous, on vient de la Martinique, on a grandi là-bas. 95% de la population a été contaminée à un pesticide cancérigène qui s'appelle le chlordécone, qui s'est répandu dans l'alimentation, mais aussi dans l'eau du robinet. Donc nous, on a pris un peu le sujet à bras le corps, on a essayé de résoudre ce problème. On s'est rendu compte que c'était pas un problème uniquement local, mais qu'au niveau national, là, on a vu la stat, 70% des Français ont reçu une eau contaminée au PFAS, polluant éternel. Le chlorothalonil, pareil, 1 foyer sur 2. Donc on se rend compte qu'on résout un problème qui est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait au départ. Donc nous, on propose des solutions en bout de robinet, sont des solutions 100% naturelles. On élimine plus de 30 polluants, dont les pesticides, évidemment. On a toutes nos analyses chez l'Institut Pasteur, l'IFTS, Eurofins, et voilà, on commercialise en ligne. Et ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça avec Adrien. Bah super, mais avant de commencer d'aller plus loin, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, votre parcours et comment vous avez fait pour travailler ensemble en fait? Oui, donc du coup, bonjour à tous, merci à nouveau de nous recevoir. Alors, Adrien Charles Nicolas, j'ai 28 ans. Et on a effectivement grandi avec Vincent en Martinique. On est tous les deux martiniquais. Comme nous, tous les quatre. Exactement. Pardon. Mais du coup, on était dans la même classe en 6e jusqu'en 3e, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, on a tout simplement grandi ensemble. Du coup, on a créé d'abord des liens très forts d'amitié, puis on a un peu élargi ça, on va dire, à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait un parcours assez classique de classe préparatoire pour école de commerce, puis école de commerce, jusqu'au CDI. Jusqu'à me rendre compte que potentiellement j'avais mieux à faire dans l'entrepreneuriat, et puis surtout on a un sujet assez important que l'on traite avec Pureva, qui forcément permet de se battre au quotidien, d'avoir une raison concrète de se réveiller, de travailler, et puis tout simplement de donner du sens à ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est un peu ça qui me porte au quotidien, en tout cas avec Pureva. D'accord. C'est un peu un corporate, un peu Adrien de base. Et toi donc? Du coup, moi, Vincent Mongis, du coup, j'ai 27 ans. Donc, Adrien a déjà expliqué, on a grandi ensemble, et à 17 ans, je suis parti en France, à Montpellier, pour une première année d'études de médecine, que j'ai trouvé très compliqué, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller dans le médical, surtout pour être kiné sportif de base. Et puis, petit à petit, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. Ça fait 10 ans, du coup, que j'entreprends. J'ai jamais connu le salariat, j'ai connu que ça. D'accord. Et j'ai fait pas mal de projets dans le marketing, notamment le e-commerce. Et c'est ces choses-là qui m'ont donné, on va dire, le bagage pour faire Pureva ensuite avec Adrien. Donc voilà un peu côté parcours.
Ok, Bah, super. Donc du coup, Adrien a été formaté par le monde professionnel, Ouais, prépa, exactement. je sais ce que c'est. Donc si on veut avoir des infos plus croustillantes aujourd'hui, c'est à toi qu'il faut s'adresser. Bah écoute, en fait pour moi c'est vraiment la mixité qui nous a permis de faire ce qu'on fait, parce que quand Adrien est arrivé, il a mis directement de la rigueur, une rigueur que j'avais pas, Oui. une organisation que j'avais pas forcément. Pareil pour gérer les équipes au quotidien, il va avoir plus de rigueur que moi. Donc en fait on se complète et voilà. Et ça c'est important. Bon, Ouais. alors, je sais pas si vous voulez parler du sujet associé tout de suite, mais Oui. et vous le connaissez très certainement très bien. Ça fait partie des choses très importantes, avoir un minimum de complémentarité entre les fondateurs, entre les dirigeants, pour justement avoir une structure assez solide qui tient dans le temps, avoir un cadre. Et ça on le voit, et surtout avec une boîte en forte croissance, on va en parler tout à l'heure, mais ça permet de pas trop déborder, on va dire ça comme Ouais, ça. c'est ça. En fait, on se dit qu'une boîte au démarrage, ça tient surtout par ses dirigeants. Et là, on est presque un business en famille. Bon, vous connaissez ça. Et donc, c'est bien parce qu'on a plus à se poser la question de toute la partie confiance, le relationnel, et on se concentre sur construire le business, et ça nous permet d'aller vite, quoi. Okay. Oui, on comprend totalement, puisqu'on a aussi un peu cette relation. Nous sommes frères, mais Rudy est peut-être la personne, je dirais, un peu plus carrée, comme prépa, voilà, qui est arrivé, qui a installé Notion et tout, les process et tout. Et moi, je suis là, moi, je veux vendre, je veux faire du sales, je veux faire du chiffre. Exactement. Donc voilà, donc je comprends totalement. On peut être carré et vouloir vendre. Hein. Il y a pas de... Totalement. Il y a pas de sujet. Sa façon de faire, quoi. Ouais, c'est ça. Dans la genèse de la société, on a compris qu'il y a déjà le fait que tu as commencé ta carrière tout de suite en entreprenant, qu'il y a un sujet aussi sur la santé, en tout cas le soin, la santé, et aussi un aspect au anima sana in corpore sano, parce que tu parles de kiné, c'est un ensemble de la santé au sens large. C'est quoi vraiment le déterminant qui vous a fait vous lancer sur ce produit en particulier? C'est vraiment le chlordécone. En fait, c'est totalement parti de là. C'est-à-dire que à ce moment-là, du coup, on était rentré en Martinique. Déjà peut-être 2 ans auparavant, on avait vu les nouvelles à la télé. Voilà, la population contaminée à pesticides. Donc, tout le monde se pose la question de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe en fait. Et je me souviens que quand j'étais en Martinique à ce moment-là, il y avait des manifestations sur le chlordécone. On descendait dans les rues, tout le monde manifestait, en fait tout le monde était révolté. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le chlordécone, et surtout la polémique un peu, et puis de la spécificité antillaise sur l'utilisation de ce pesticide? Alors, le chlordécone du coup est un pesticide qui a été utilisé dans l'agriculture des bananes en Martinique et en Guadeloupe dans les années 90. Qui a été interdit partout dans le monde et notamment en France, mais qui a été utilisé malgré tout pendant 2 années de plus en Martinique et en Guadeloupe. Alors c'est pas ces 2 années de plus qui ont fait que toute la population a été contaminée, mais malgré tout, il y a une dérogation spécialement pour nos îles, et effectivement, c'est malheureusement surtout que c'est quelques années plus tard qu'on s'est rendu compte de la catastrophe sanitaire que ça représenterait. Et le problème, c'est que du coup, toutes les attaques en justice qui ont été faites justement face à ceux qui ont utilisé ce pesticide dans l'agriculture, elles étaient caduques parce que ça faisait plus de 10 ans, plus de 20 ans. Donc du coup, il y a eu personne qui a été concrètement condamné pour cette utilisation de pesticides, et on se retrouve avec une population qui est tout simplement sans solution, qui se rend compte effectivement qu'ils sont contaminés, qu'il y a des impacts très sérieux. On n'en a pas parlé, mais donc c'est un pesticide cancérigène. La Martinique est le département, la région avec le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde, tout simplement.
Donc ça, c'est un lien direct qui a été fait entre le chlordécone et ces cancers. Donc on a effectivement eu donc c'était en 2019 fin des années de 2019 qui a eu effectivement une certaine révolte, et nous face à ce sentiment de révolte, en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur de solutions, tout simplement, on est arrivé jusqu'à la filtration peut être un vrai apport pour la population, et ne pas dépendre justement de l'État et de leur action, justement pour éviter ce type de contamination là. C'est vraiment reprendre un peu le contrôle sur ce qu'on consomme et ce qu'on boit en particulier, parce qu'il y a évidemment aussi des choses à faire sur ce qu'on consomme, parce que comme on a dit, c'est tout l'ensemble de l'écosystème qui a été contaminé, c'est pas que l'eau. Donc on a des fruits et des légumes qu'on adore tous en Martinique, mais qui sont contaminés au chlordécone. Donc il y a aussi un sujet là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on va utiliser comme produits chimiques pour l'agriculture intensive, ou alors les industriels quand ils vont relâcher les polluants qu'ils ont accumulés, ça va finir par ruisseler dans les sols et en fait s'infiltrer ensuite dans les canalisations. Donc on a deux problèmes. On a le problème de l'utilisation des polluants, et ensuite on a des canalisations qui sont trop peu souvent renouvelées, donc qui sont cassées, percées, trouées. On le voit en France hexagonale, on perd 30% de l'eau potable parce qu'il y a des fuites, tout simplement parce que le réseau est cassé. Et aux Antilles, j'ai parlé avec un responsable en Martinique récemment qui m'a dit que le chiffre c'est 50%. Je crois que c'est pire en Guadeloupe, justement, et c'est... Justement, ouais, et eux, ils ont carrément... en fait, quand ils ont des coupures d'eau, bon après c'est un peu le cas aussi en Martinique, mais c'est encore pire en Guadeloupe, quand ils ont des coupures d'eau, qui sont très fréquentes, malheureusement, quand l'eau revient... Elle revient boueuse, marron, très clairement, l'eau. Et ça, c'est justement lié à ces fuites qui sont très importantes, qui effectivement dans un avenir, on voit bien que le stress hydrique va être un enjeu. Se dire que on fait cet effort de traitement, parce que les gens quand ils payent leur facture d'eau, alors c'est pas écrit très clairement, mais ce qui coûte le plus cher au final, c'est le traitement. Mais si on paye un traitement et qu'il y a 50% de ce qu'on paye qui part, il y a un problème. Donc on est face à un réel problème systémique. Et on prend l'exemple effectivement de la Martinique et de la Guadeloupe parce qu'on connaît, parce qu'on a pris le temps d'étudier effectivement ces sujets. Mais la problématique, comme l'a dit Vincent, elle est nationale, voire internationale, parce que ce système, on va dire commun de distribution de l'eau, il est partout. Donc il y a ce sujet-là sur lequel nous on essaie d'apporter notre, on va dire modestement, petite pierre à l'édifice. Mais malgré tout, il y a des solutions. C'est des milliards et des milliards d'euros, parce que souvent on nous pose la question, mais pourquoi il n'y a pas une solution commune à tout ça? Sauf que les canalisations notamment, et sans même parler des pesticides et des polluants chimiques, là on va plus parler de politique carrément, parce que c'est voté à chaque fois d'allonger ou d'arrêter l'utilisation de pesticides en Europe ou en France. Pour les canalisations, ça représente tout simplement déjà des dizaines de milliers de kilomètres de canalisation partout en France. Et du coup, des dizaines de milliards d'euros pour réparer et régler ce problème. C'est ça. D'accord. Donc vous avez décidé, au lieu d'attendre, comme on dit souvent, d'attendre sur l'État, d'agir directement. Mais concrètement, comment on passe de l'idée à l'action? Et surtout, c'est du hardware, c'est quelque chose de physique, je dirais, au produit. Et justement, définissez bien le produit, parce que nous on connaît, ça nous intéresse, on est ravis de vous avoir parce qu'on connaît le produit. Mais du coup, c'est quoi et comment vous êtes arrivé à ce produit? Ouais, mais c'est vrai que justement quand on parle de hardware, il y a le côté hard, c'est difficile de lancer ce genre de projet-là. Nous, on a voulu, en fait, on s'est pas posé beaucoup de questions. On a commencé avec ce qu'on avait. Et au fur et à mesure, on a fait évoluer le produit. Donc, au départ, quand on s'est rendu compte du problème, on a vu qu'il y avait des solutions existantes sur le marché. Donc, on a les gros systèmes pour l'ensemble de la maison qui existent, qui coûtent entre 500 et 2000 euros, qui nécessitent l'installation par un professionnel, la maintenance aussi. Donc là, on a vite compris que c'était peut-être une bonne solution, mais pas une solution pour le grand public.
Oui. Déjà, en général, c'est les propriétaires qui vont en acquérir, pas les locataires. Et puis, entre le coût et la difficulté d'installation, c'est pas une solution pour monsieur et madame tout le monde. Par contre, c'est efficace en termes de qualité de filtration. Et en face, on a vu qu'il y avait une autre solution qui était accessible au plus grand nombre, c'est la carafe filtrante, que tout le monde connaît, mais qui malheureusement n'est pas efficace en termes de qualité de filtration, qui va venir un peu améliorer le goût, mais qui va pas vraiment se débarrasser des polluants qu'on cherche à éviter, et qui est très peu pratique au quotidien. Parce que là, on doit remplir la carafe, attendre qu'elle filtre, ensuite se verser un verre d'eau, et on va pas pouvoir cuisiner avec ou faire ce genre de choses. Donc c'est pas une solution qui est ni efficace ni définitive à ce problème-là. Donc on a cherché un peu à mêler le meilleur des deux mondes, à se dire mais en fait comment on fait pour miniaturiser les gros systèmes pour l'ensemble de la maison et les mettre directement au bout du robinet, comme ça en fait tu ouvres l'eau est filtrée et voilà. Petite pause de notre échange. Je suis Johan Bossijour, avec mon frère Rudy, on a créé Moriarty. Pourquoi ? Parce qu'en France, il existe plus de 2200 aides publiques. Et que la plupart des entreprises qui sont éligibles n'en voient jamais la couleur. C'est trop long, trop flou, trop complexe. Alors on a décidé de changer ça. Moriarty, c'est une plateforme qui vous dit « Voici ce à quoi vous avez droit, voici comment l'obtenir, on s'occupe du reste. Vous, vous avancez. Nous, on vous aide à financer ce que vous construisez. TheMoriarty.fr, le lien est en description. Et maintenant, retour à la conversation. En fait, vous avez un peu fait une analyse. Ouais. Alors peut-être globalement, Adrien aura formalisé ça, mais une analyse sur les deux autres solutions dont vous avez parlé. Exactement. C'est des solutions sur du stock, puisqu'on crée du stock et après on consomme. Donc effectivement, si le stock est pas créé, on ne peut pas bénéficier de l'effet qu'il soit bon ou médiocre dans le cas des carafes. Et vous êtes directement sur le flux. Donc c'est ça. En fait, on utilise la pression qui sort du robinet justement pour accélérer la filtration. Donc la filtration elle est immédiate et du coup ça nous permet de pas se poser la question de si on a rempli sa carafe avant de servir de l'eau, ne serait-ce que je sais pas, on est en train de dîner tous les quatre, si on a soif on va pas dire bon allez on pose la carafe filtrante devant nous et on attend 5 minutes que l'eau soit filtrée et qu'on puisse finalement boire un verre d'eau. Donc il y a un vrai sujet de facilité, de praticité au quotidien qu'on a voulu régler en proposant notre produit. Donc c'est un produit qui s'installe en 2 minutes. Tu peux nous le montrer ? Ouais, je sais pas si on le voit à la caméra, mais du coup c'est un produit en acier inoxydable qui s'installe directement au bout du robinet. Donc il y a juste le mousseur du robinet à dévisser et à replacer notre filtre à la passe. Comme vous le voyez, c'est tout petit. Mais malgré tout, ça permet d'avoir une finesse de filtration à 0,1 micron. Qu'est-ce que ça représente ? Justement, par rapport à une carafe filtrante, on est plus autour de 1 à 5 microns. Et pour donner un exemple concret, les microplastiques, donc ce qu'on voit pas à l'œil nu, est entre 1 à 2 microns. Les cheveux, je crois que c'est plus entre 5 à 10 microns, enfin c'est même en millimètres, pardon. Donc ça permet de globalement réduire drastiquement la grande majorité des polluants qu'on retrouve dans l'eau du robinet, le chlore, les pesticides, les herbicides, des résidus médicamenteux, les métaux lourds, et la liste ne fait que s'allonger, malheureusement. Donc voilà, c'est un produit qui dure dans le temps. C'est ça aussi qu'on a voulu apporter. Les carafes filtrantes, c'est en plastique dur, c'est quelque chose qui s'abîme, qui est pas forcément très joli à montrer non plus. Donc on a voulu quand même designer quelque chose qui s'intègre bien dans les cuisines. C'est à peu près les mêmes couleurs que les robinets. On en a en noir et en blanc également. Et surtout sur la simplicité de changement des cartouches. Donc du coup, je sais pas si on l'a expliqué, mais à l'intérieur de ce dôme, on a une cartouche filtrante qui a changé en moyenne tous les mois. D'accord. Et qui permet justement d'assurer une qualité de filtration optimale. Nous, pour cela, pour vraiment garantir une certaine sécurité sanitaire, on vend exclusivement nos cartouches en abonnement.
Ça permet à la fois de simplifier l'expérience pour l'utilisateur, parce qu'il n'a pas à penser justement à commander ou à aller chercher ses cartouches au supermarché comme il le faisait certainement avec les carafes filtrantes ou les bouteilles d'eau en plastique, qui est encore un autre sujet. On va aborder tout à l'heure. Et du coup, oui, simplifier l'expérience et que on n'est pas à la question quand est-ce que j'ai mis ma cartouche. Non, je l'ai reçue. Ça veut dire que on a passé la période et je dois changer mes cartouches. Donc c'est vraiment ce sujet de simplicité d'expérience, parce qu'en fait quand on apporte une innovation de rupture comme on le fait, que ce soit dans la technologie ou même dans l'utilisation, parce que c'est réel, on n'a pas l'habitude de voir un produit comme ça directement à son robinet. On a un besoin de simplicité qui est primordial. On s'adresse à un marché mass market. Les gens, globalement, ils veulent un produit qui est accessible en termes de prix, qui est simple à comprendre. Je pense qu'on a réussi à le faire, et surtout qui est simple à utiliser et qui demande pas des changements drastiques sur ce qu'on a l'habitude de faire. Ouvrir son robinet et passer de l'eau filtrée à l'eau non filtrée à l'eau filtrée, ce sont des choses simples qui sont accessibles à n'importe qui. Et d'ailleurs, même l'installation, c'est pareil. On n'a pas besoin d'un professionnel, on n'a pas besoin d'un plombier pour installer notre produit. Donc voilà, là aussi, on a vraiment voulu mettre l'accent sur ça. Et Adrien n'en a pas parlé, mais il y a quand même quelque chose qui est frappant. Donc il disait qu'effectivement la filtration était immédiate, mais la filtration est également plus fine parce qu'on force l'eau à passer à travers une pierre qui est poreuse, qui est la céramique diatomée. Et ensuite, l'eau arrive du coup dans le charbon actif qui va nous permettre d'avoir la filtration chimique de l'eau. Et justement, cette pierre poreuse nous permet souvent, dans pas mal de foyers, de voir l'efficacité de la filtration à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on va avoir un dépôt de matière en fait qui se forme autour de la cartouche, et en fonction de là où vous êtes situé, ça va être plutôt marron, orange. On va vraiment voir un dépôt de polluant, une odeur aussi de métaux lourds parfois. Ouais. Et ça, peu importe les régions, que ce soit dans les Outre-mer, en France, partout en Europe, dans le monde, on voit un dépôt de polluant. Et comme une image vaut 1000 mots. Je vais vous montrer une cartouche, je pense qu'on va la voir normalement à la caméra. Je vais vous montrer une cartouche qui a été utilisée chez moi. J'habite à Courbevoie, donc en Île-de-France. L'Île-de-France est réputée, en tout cas dans le grand public, comme étant une région où l'eau du robinet est de qualité. Combien de temps d'utilisation la cartouche? Un mois d'utilisation. Donc je respecte ce que Pureva recommande. Et voici la cartouche. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais elle est blanche. À la base, c'est choquant. À la base, c'est tout blanc. À la base, c'est tout blanc. Je vous montre du coup après un mois à quoi ça ressemble. Et du coup, j'en sors tous les mois comme ça. C'est sans trucage. C'est sans trucage, on vous rassure. Alors, en fait, et ça, c'est encore une fois, c'est une preuve concrète de la filtration. Je parlais à l'instant du fait d'être sur un marché mass market. Les gens ont besoin de ça. Au-delà des analyses de laboratoire qu'on a fait, qui prouvent l'efficacité de notre filtration. Votre podcast s'appelle Cut the Shit. Là, on y est. On a une preuve concrète avec les yeux. Notre filtration est efficace. Ça suffit pas, évidemment. Il faut les analyses et le marché de la filtration est de plus en plus régulé face à ça. Mais voilà, c'est une preuve concrète. Ouais, vous avez votre wow effect. On dit souvent qu'il le faut. Il le faut, ouais. On fait du mass market, du retail. Tout à fait. Surtout en digital, parce que ça permet en fait d'arrêter le scrolling assez facilement, et puis effectivement à placer notre argumentaire par la suite dont on a parlé à l'instant. Avant de parler un peu chiffres, financement et tout cela, justement, tu le disais, vous êtes 100% disponible en digital ou vous êtes disponible dans certains magasins? On distribue uniquement en ligne sur pureva.com. Sur votre plateforme. Donc ça veut dire qu'on peut pas vous trouver sur pour les marketplaces qui ont des systèmes par abonnement? Non, pas pour l'instant. Alors déjà, il n'y a pas tant de marketplaces qui ont des systèmes par abonnement. Ça vient petit à petit. Mais malgré tout, quand on a démarré la commercialisation du coup en avril 2024, on a vraiment voulu maîtriser et contrôler à la fois du coup notre distribution, mais aussi notre communication. Parce que qui dit marketplace dit parfois
une non-maîtrise de la communication et de la vente de nos produits. Et comme je l'ai dit, c'est une innovation de rupture. Notre solution, et on a besoin de maîtriser sa communication, on a besoin d'éduquer sur notre sujet. Vous voyez, on a je sais pas combien de temps on a passé sur expliquer notre problème. Les gens ont malgré tout besoin de ça, et de toutes les façons c'est notre façon nous de vendre notre produit. C'est comme ça qu'on voit les choses, que les gens ont besoin de comprendre notre produit pour l'avoir, déjà pour l'acheter, et puis surtout pour le garder, parce que nous on n'est pas là pour faire du one shot. On est là pour que les gens se protègent leur entourage, parlent de ça à leur entourage au maximum. Et pour ça, il faut un produit qui dure dans le temps et où l'éducation et la communication a été faite de la bonne façon. Alors ça veut pas dire qu'on va pas finir par ouvrir d'autres canaux d'acquisition, mais ça veut aussi dire que on a voulu d'abord maîtriser, faire quelque chose de très bien sur notre site, et puis après au fur et à mesure on pourra le dupliquer et le faire sur d'autres canaux. D'accord. Okay. Et si on parle justement, on a parlé de l'idéation, de la compréhension, comparaison avec ce qui existait sur le marché, oui, et le design du produit et tout cela. Maintenant, comment on finance et comment on passe vraiment au concret? Ouais, justement, je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu à ta question tout à l'heure de comment on passe de 0 à 1, en gros. Oui. Donc, ce qui s'est passé, nous, c'est qu'on a contacté une quarantaine d'usines pour arriver à un premier prototype. Donc, on a trouvé 2 usines qui ont accepté de travailler avec nous. On a travaillé avec une qui nous a produit une 50aine de premiers prototypes qu'on a fait livrer, du coup, en Martinique. On les a testés. D'ailleurs, ce dépôt de polluants orange qu'on voit à Paris, il y avait le même chez ma mamie à Rivière-Pilote en Martinique. D'ailleurs, c'est le premier choc qu'on a eu, qui nous a fait nous dire, mais en fait, c'est fou. Ça fait une semaine que le filtre est installé, on voit directement l'efficacité. Donc, premier prototype qui fonctionne. Même au niveau du goût, dès la première utilisation, on voit la différence au goût. Et donc, ce premier prototype, on a décidé d'aller se confronter au marché avec. Donc on a eu un stand aux Trois-Îlets. C'était les premières ventes ont été réalisées comme ça. Ça a été vraiment formateur pour nous parce que ça nous a permis de nous confronter aux gens, d'avoir leur retour, voilà, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils craignaient également, et de rôder un peu notre argumentaire marketing, de faire ce qu'on appelle un premier POC. Ah oui. Et là directement on a vu que voilà, c'était bien reçu. On a pu ajuster aussi certaines choses. Et petit à petit, en fait, on a transformé tout ce qu'on avait appris sur ce moment-là en e-commerce. Donc, on a dupliqué un peu tout ça dans le digital. C'était déjà l'objectif d'aller dans le digital. C'est l'expertise qu'on a, c'est ce qu'on fait depuis même des années avant. Mais on avait besoin de se confronter aux gens et de comprendre réellement les problèmes, les aspirations et l'argumentaire marketing à déployer. Donc ensuite, on est passé sur du e-commerce. On a vendu en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis petit à petit, on a étendu les ventes en France hexagonale. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, on se demandait à quel point ça pouvait convenir dans le monde entier, parce que concrètement, on se rend compte que c'est un problème qui est systémique, qui est partout dans le monde. Et voilà, on avait traduit à l'époque la boutique en plusieurs langues, et puis on avait commencé à faire de la publicité en ligne. On avait vendu dans 28 pays. Dans 28 pays. Oui. Dans 28 pays avec la publicité en ligne depuis les Antilles, et on s'est rendu compte qu'en fait la demande elle était mondiale, et dans un second temps, effectivement, une fois qu'on a passé cette étape d'expérimentation, de notre petit laboratoire, oui, effectivement on s'est rendu compte que la mission qu'on voulait résoudre nécessitait des financements. Pour cadrer les choses, pour structurer une équipe, pour déployer un marketing qui est qualitatif aussi, parce qu'on s'attaque quand même au marché de l'eau. Il y a de la réglementation, des analyses à faire. On a voulu faire les choses bien, et effectivement, on a vite été chercher du financement. Donc on avait fait une première levée de fonds en novembre 2023 de 250 000 euros à l'époque, avec notamment Jean-Pierre Nadir, que beaucoup connaissent par rapport à qui veut être mon associé, oui, qui nous a apporté un premier financement. Donc ça nous a permis de structurer l'équipe, de retravailler le produit, et puis de repartir sur le marché où on s'est concentré là du coup sur le marché francophone, donc France et Outre-mer.
Ok. On n'a pas forcément beaucoup de temps, mais ça nous intéresse puisque vous n'avez pas fait Qui veut être mon associé, mais vous avez quand même eu vous des financements alors que d'autres qui passent dessus n'ont pas forcément. Donc, Non, mais je pense pas que en fait, effectivement, Qui veut être mon associé a été très bien médiatisé et tout le monde le connaît, tout le monde connaît cette émission maintenant. Mais malgré tout, des opérations de financement de start-up, il y en a quand même pas mal qui passent pas forcément par ce chemin-là. Mais c'est vrai qu'on se prête bien à l'émission, on va dire ça comme ça, tout simplement parce qu'on est sur un marché grand public, on a un effet wow, donc on pourrait se dire que mon associé est l'idéal. Mais nous, on a réussi en fait à tout simplement un peu court-circuiter l'émission et aller directement parler à Jean-Pierre Nazir. Pour la petite anecdote, on l'a tout simplement contacté sur LinkedIn et fait un pitch de quelques mots dans un premier message. C'est 140 caractères pour convaincre, quoi. Ouais. Et au final, c'est un premier oui qu'on a eu, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de non avant, très important, que c'est pas si facile que ça, mais avec la bonne documentation, le bon argumentaire, le bon produit, forcément, on arrive à trouver des personnes qui croient à la fois évidemment aux cofondateurs, mais aussi à la mission. Ok. Super. Donc, vous avez eu le financement. Tu disais que tu avais justement cette expérience dans le digital, dans le marketing. On a parlé en off aussi de d'autres chefs d'entreprise avec des stratégies hardware un peu agressives et autres. Mais vous, c'était quoi le choix, la stratégie? Vous avez parlé de 28 pays. Est-ce que c'était de se concentrer d'abord sur la France? Hier, on a pitché pour un potentiel VC et qui nous disait non, il faut rester concentré, il faut gagner des parts de marché dans son pays d'abord. Totalement. Comment vous avez fait justement Pour nous, il y a deux choses. Il y a la vie d'une startup avant le product market fit et la vie après. Et la vie avant, c'est un moment où tu essayes juste de valider ou invalider des hypothèses. Tu te demandes, ok, si je vends en direct to consumer comme ça, comment ça se passe via les réseaux sociaux ou peut-être par appel téléphonique. En fait, t'essayes toutes les hypothèses que tu as. Et nous, ça a été aussi de se dire, ok, dans quel pays on va commercialiser. C'est pour ça qu'on avait vendu à l'époque dans 28 pays. On avait envie aussi de voir à quel point c'était scalable comme modèle. Et une fois qu'on a validé toutes ces choses-là, évidemment que au démarrage, tu as besoin d'être focus. Qui dit startup dit ressources limitées, temps limité, et donc du coup tu dois tout concentrer à un seul endroit. Donc voilà, on est deux avec Adrien. On n'a pas une équipe de 100 personnes, donc on doit vraiment tout réunir au même endroit, histoire d'être, comme on dit, laser focus et d'être efficace tout simplement. Donc on s'est concentré sur la France, sur un seul produit aussi, parce qu'on aurait pu aller faire d'autres choses. Donc en fait, on a vraiment réduit les choix au maximum, histoire de trouver cette adéquation produit, marché, offre qui fonctionne. Et une fois qu'on a vu que c'était aligné, voilà, on a persévéré sur cette voie-là jusqu'à là, on commence à réfléchir un peu à l'internationalisation, en tout cas attaquer de nouveaux marchés, mais tant qu'on n'a pas trouvé ce truc qui fonctionne, il faut pas se diluer, quoi. Et Super. Du coup, si vous pensez à l'internationalisation, si je réfléchis bien, il y a peut-être une nouvelle levée de fonds. Vous avez attention, c'est-à-dire que potentiellement aussi vous avez atteint vos objectifs. Oui, c'est ça. Justement, comme on a dit, on a fait une première levée de fonds en novembre 2023 avec un BP associé qu'on a atteint. Et ça nous permet d'avoir des preuves concrètes de notre capacité d'exécution, déjà en termes d'équipe, mais aussi de product market fit. Très clairement, les gens achètent notre produit et l'aiment, d'autant plus qu'on est en abonnement, comme on l'a dit. Donc forcément, les gens sont dans une démarche d'engagement quand ils achètent chez Pureva. Donc ça nous permet de, on va dire, valoriser tous les acquis et tous les KPI qu'on a respectés sur ces 18-24 mois, et potentiellement aller chercher une autre levée de fonds, forcément parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a un besoin de trésorerie et de financement qui ne peut pas être compressé et qui nous permettent tout simplement d'aller beaucoup plus vite. C'est là aussi que on est un peu différent par rapport à une PME. Le fait d'être une startup, c'est l'hypercroissance, c'est d'être
globalement toujours dans le chaos, et forcément en fait une levée de fonds, surtout dans des moments aussi critiques que ceux-là, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, dans l'idéal c'est positif, arriver face aux investisseurs dans une demande où on n'en peut plus, on est dans un goulot d'étranglement, et là en fait on arrive avec des gros sujets. On a parlé de l'équipe, c'est quelque chose qu'il faut toujours alimenter, toujours essayer de chercher les meilleurs, et ça demande du financement, ça demande du temps de recherche et de l'accompagnement. Pareil sur l'internationalisation. Alors certes, on a maîtrisé un marché qui est le marché français parce que on le connaît, on vient de là, on a un argumentaire bien bâti qui est là depuis un peu plus de 2 ans. Maintenant, pour aller à l'international, alors certes, on va dire que les techniques de commercialisation restent assez similaires, mais l'argumentaire, par contre, doit s'adapter. Oui. Et ça forcément ça nécessite là aussi de l'investissement. Et puis dernière chose, c'est la technologie, le produit en lui-même. On a un besoin de recherche et de développement sur notre produit, tout simplement parce que déjà on est une entreprise qui évolue vite, donc notre produit doit évoluer vite. Mais c'est surtout que notre contexte marché, l'actualité évolue extrêmement vite. On a parlé de la pollution de l'eau du robinet. Les chiffres qu'on a donnés, 70% des Français ont reçu une eau non conforme en 2024. En 2021, c'était 30%. Donc il y a une croissance assez folle sur la problématique que l'on résout. C'est pareil pour les bouteilles d'eau en plastique, on va finir par en parler. Oui. Les c'est lié à quoi cette forte croissance de polluants? En fait, c'est tout simplement parce qu'on utilise de plus en plus de polluants chimiques, et surtout on les cherche de plus en plus, parce que en fait c'est ça, c'est que les polluants chimiques ils sont pas nouveaux. Alors certes, il y en a des nouveaux qui arrivent chaque jour, mais globalement en fait c'est la recherche sur ces polluants qui évolue. Typiquement le chlorothalonil, on va arrêter de parler que de nos îles. Le chlorothalonil qui est un pesticide qui a été utilisé dans les années 2010 en France métropolitaine, a été interdit en 2018. En 2019, c'est un particulier qui a demandé à ce que son eau soit testée. On s'est rendu compte qu'il y avait du chlorothalonil dans l'eau de son robinet. Et en fait, l'ARS a fait une analyse beaucoup plus globale, donc d'abord régionale, puis nationale. Et en fait, on s'est rendu compte que 50% de la population avait bu une eau contaminée par le chlorothalonil. Donc c'est vraiment un sujet de recherche et de test. Et ça, l'idée de Pureva, c'est justement d'éviter d'attendre qu'il y ait des tests ou une contamination déclarée pour justement éviter une contamination sur l'ensemble de la population. Et ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, on va continuer à avoir des catastrophes sanitaires et écologiques dans des régions comme la Martinique et la Guadeloupe ont vécu ces dernières années. D'accord. L'autre sujet, je cherche, je vois pas, elle est sûrement derrière toi. La fameuse bouteille. Vas-y, excuse-moi. Lorsque justement je prends ma bouteille, je pense bien faire, il faut boire de l'eau et tout. Ouais. Quand je prends une bouteille en plastique comme celle-ci, plastique mou, et ça a une influence ou pas? Qu'est-ce que je bois? Concrètement. Déjà du plastique. Ah oui. Non, alors concrètement la bouteille plastique, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un produit très français à la base. C'est-à-dire que si on demande à un Américain sa marque préférée de bouteille d'eau, il va très certainement citer une marque française. Alors, je ne veux pas les citer pour pas voilà, mais parce que on est reconnu pour avoir une qualité d'eau de source effectivement assez élevée, en tout cas par rapport à d'autres pays. Maintenant, ce qui pose le plus problème au final, c'est le fait qu'elle soit embouteillée. Très clairement, c'est le conditionnement. Très clairement, en fait, l'eau de façon générale ne doit pas être embouteillée, conservée. Une eau, elle est censée être, une fois qu'elle arrive dans votre verre, elle doit être consommée immédiatement. Personne n'aura l'idée de remplir son verre, remplir 50 verres et de les mettre au frais et de les boire au fur et à mesure. Non, on prend son verre, on ouvre son robinet et on boit. Et le fait de le faire en plus de ça avec du plastique qui est assez fin, on le voit, on le ressent. Il y a eu une étude qui est sortie à l'international. Il y a 240 000 particules de microplastique
qui sont consommés quand on consomme par semaine, qui sont consommés quand on consomme des bouteilles d'eau tous les jours. Ça représente, c'est l'équivalent d'une carte bleue. Ah oui. Que l'on ingère chaque semaine. C'est assez concret, c'est assez choquant, mais ça permet de comprendre l'ampleur du problème. Et il y a aussi, je vais te laisser en parler, Vincent, de la partie sanitaire, parce que c'est pas que les microplastiques. Il y a aussi des polluants qu'on retrouve dans la bouteille plastique. Puis il faut pas oublier que le plastique, c'est quand même des perturbateurs endocriniens. Ouais. Et tout à l'heure, je suis venu en Uber. C'est le Uber qui me parle de la qualité de... Je lui ai pas parlé de l'eau. Il m'a dit, mais est-ce que t'as entendu les nouvelles et tout? Et il me parle des polluants qu'on retrouve dans l'eau du robinet. Il me dit, mais on est en France. Je lui ai rien dit. Et il me dit, et en face, moi, du coup, je bois de l'eau en bouteille. Mais en fait, ce que je peux me permettre, c'est de la cristalline. Elle est remplie de microplastiques. En fait, il était complètement sans le savoir. Oui. Pour lui, c'est comme si, en fait, c'était la peste ou le choléra. Oui. On est en France, on parle de l'eau, un bien commun, et aujourd'hui, j'ai pas de solution. Et en fait, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que nos clients, quand ils achètent Pureva, déjà, ils sont rassurés quant à l'eau qu'ils consomment. On réconcilie les gens avec l'eau du robinet, mais en plus de ça, on devient une alternative à l'eau en bouteille plastique. Et en plus, on l'a pas dit, mais aussi à la pollution. Tout à fait. En fait, c'est tellement évident aujourd'hui que le plastique de façon générale et en particulier le plastique à usage unique est une tout simplement une catastrophe écologique et une aberration. Et comme on disait, c'est des chiffres qui sont en croissance. La bouteille d'eau aujourd'hui est l'article le plus acheté dans nos supermarchés en France, et ça ne fait qu'augmenter. La France est dans le top 5 des plus gros consommateurs d'eau en bouteille, devant des pays comme le Mexique ou la Thaïlande qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ah oui. Donc le chiffre est assez frappant, et derrière le recyclage n'est pas du tout au niveau. Et ce qui fait que pour nous, ce qu'on dit, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Et il faut savoir aussi également que c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, mais 70% des eaux en bouteille ne sont pas des eaux minérales, ce sont des eaux traitées. C'est-à-dire que ce sont des eaux qui ont été filtrées et qui ensuite ont été embouteillées. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que quitte à filtrer son eau, autant la filtrer directement au robinet pour 300 fois moins cher au litre, quoi. D'accord. Ah oui, parce que ça, excuse-moi de te couper, ça coûte aussi très cher. On n'en a pas parlé, mais au litre, ça coûte très cher. Il faut aller au supermarché, il faut aller les récupérer, il faut y penser, etc., etc. Donc là aussi, le fait d'avoir le filtre à la maison, c'est beaucoup plus simple. Et j'étais sur le site internet, j'ai pas encore acheté le produit, mais je vais le faire. En plus, il y a en ce moment, on tourne juste avant le Black Friday, donc j'ai vu quelque chose, je vais essayer d'en tirer profit. J'ai vu que au litre, ça revient moins cher. C'est bien ce que ça revient à 2 centimes le litre, tout simplement. Et surtout, ça permet d'utiliser de l'eau filtrée pour tous ces usages, que ce soit boire de l'eau forcément, mais cuisiner, faire son thé, faire son café, même donner de l'eau à ses animaux de compagnie, arroser ses plantes. Forcément, ça a un effet bénéfique pour l'ensemble des applications qu'on a de l'eau à la maison. Et j'ai une question un peu stupide, parce que j'ai appris ça récemment, je vais peut-être passer pour un idiot, mais l'eau chaude n'est pas potable. Non. Est-ce que vous, avec le filtre, vous avez aussi ça a les mêmes fonctionnalités? Non, justement, en fait, alors notre filtre n'est utilisé que sur de l'eau potable. Donc globalement, on recommande pas tout simplement d'utiliser l'eau chaude, d'autant plus que l'eau chaude, ça dépend des cas, mais le plus souvent, c'est dans des gros ballons d'eau chaude. Oui. Donc ça veut dire que l'eau est conservée plus ou moins longtemps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, conserver de l'eau en plus chaude, ça n'a aucun intérêt, et c'est même dangereux pour la santé. Oui. Et les canalisations d'eau chaude sont encore plus abîmées, encore plus dangereuses que les canalisations d'eau froide, parce qu'en fait, il y a le fait que un métal, donc les canalisations soient chauffées, ça relâche effectivement tous les polluants qu'on peut retrouver dans... Je sais pas si vous avez déjà vu les photos d'une découpe de canalisation, est-ce qu'on voit sur la bordure exactement.
Ça paraît logique. Ouais. Non, mais ça paraît logique de se dire que ce n'est pas potable quand on pense à tout ça et à la physique derrière du truc. Mais on n'y pense pas. On se dit, en France, c'est de l'eau potable. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est transparente. Elle semble transparente. C'est ça. Donc en fait, pour nous, elle est bonne. Mais si demain on vous dit, vous ouvrez l'eau du robinet, il y a du jus d'orange qui en sort, je suis pas sûr qu'on la consomme en fait. Et en fait, c'est ça, c'est le côté transparent qui fait qu'on se dit mais elle est pure, elle est bonne. Et c'est ce qui est frappant aussi avec nos cartouches, c'est que le fait de voir à l'œil nu un dépôt de polluant, en fait, on se rend compte à ce moment-là seulement qu'elle est polluée. Prise de conscience supplémentaire. Une prise de conscience très concrète, ouais. Et puis pour ajouter, enfin souvent on nous dit oui mais le chlore c'est fait pour justement améliorer la qualité de l'eau, sauf que pour le goût c'est pas l'idéal. D'ailleurs c'est ce qui gêne le plus souvent. Pour l'odeur non plus. En fonction des régions de là où on se trouve et de la quantité de chlore qui est utilisée, forcément c'est pas l'idéal. Et puis personne, si on recevait de l'eau et qu'on vous disait de mettre quelques gouttes de chlore avec ou sans chlore, avant de la boire, personne ne le ferait. Et si en plus avec les analyses qu'on fait, qui sont faites par l'ARS ou autre, on voit qu'il n'y a pas que du chlore, il y a plein d'autres polluants. Si on vous disait, on va vous faire un cocktail de polluants avec votre eau, il est évident que tous les produits chimiques sont nocifs pour tous les organes vitaux. C'est juste logique. Mais c'est vrai que on va utiliser du chlore pour tuer les bactéries et les virus. Donc, ok, il y a plus de bactéries et de virus, mais on a du chlore qu'on consomme tous les jours. Et il y a une chose aussi qu'on oublie souvent. On va prendre les polluants indépendamment l'un de l'autre. Un par un. On va dire il y a tel pesticide, il y a du chlore, il y a des métaux lourds, et on oublie que mis ensemble, un polluant avec un autre donne ce qu'on appelle des métabolites, donc plein de variants de ce polluant-là. Donc si aujourd'hui tu as 10 produits chimiques dans ton eau et les molécules se touchent, s'assemblent, ça va te donner 100 polluants au final que tu vas consommer, et c'est ce qu'on appelle le cocktail justement de ces éléments-là qui n'est pas pris en compte. Les scientifiques essayent d'en parler, mais c'est tellement difficile à mesurer. Mais ce qui est sûr, c'est que cet effet cocktail-là est encore plus nocif que si on les prenait dépendamment l'un de l'autre. D'accord. Mais je vais jouer la carte un peu de la provoque, mais ça veut dire que limite, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Sécurité sociale, par l'État, par les distributeurs d'eau. Il y a évidemment plein d'acteurs qui pourraient prendre à bras le corps ce sujet, tout simplement parce que c'est un sujet de société nationale, sanitaire. On voit aussi que c'est d'une certaine façon écologique. Donc nous on avance. En fait, on n'attend pas justement, comme on disait, que les gens fassent des actions sur ce sujet-là. On a une solution, on la propose, on essaye d'aller le plus loin que possible. Si effectivement il y a des acteurs qui veulent aller un peu plus loin sur ce sujet avec nous ou sans nous d'ailleurs, parce que en fait là on dépasse le seul intérêt de Pureva. On parle de la santé de la population, et ça doit dépasser effectivement la réussite d'une seule entreprise. Donc il y a vraiment un sujet que ces grands acteurs prennent des décisions assez importantes sur ce sujet, et nous on serait ravis en tout cas de travailler avec eux pour aller plus loin. Bon, après les dépenses de santé ne sont pas trop à l'ordre du jour si on se fie au budget voté. C'est la défense. Justement, si on commence à toucher à ces sujets de société, vous êtes des entrepreneurs. Le début, on va dire, du chemin pour votre produit semble pas mal. Vous avez levé des fonds, vous avez levé encore des fonds. Quand on voyait un peu comment vous percevez personnellement un peu l'atmosphère autour de l'entrepreneuriat en France à l'heure actuelle? Deuxième sujet qu'on a eu avec le Uber tout à l'heure, c'est qu'il me disait oui, mais le climat, et moi je pensais qu'il parlait de la météo, mais en fait non, il me parle du climat social en France, parce que les VTC sont des entrepreneurs aussi. Et en fait il m'explique que lui il a plein d'amis, plein de personnes en fait qui veulent partir. Nous on se dit mais en fait on a envie de rester, on est chez nous, il y a plein de choses qu'on aime chez nous, et en même temps on voit bien que
c'est un climat un peu qui n'incite pas, en tout cas, à l'entrepreneuriat, qui le freine. Je sais plus, j'ai vu un chiffre récemment. Je crois que la France a perdu 2000 millionnaires, je crois, cette année, alors que des pays comme l'Italie, par exemple, on a gagné 1600, et même la Grèce. La Grèce a gagné 600, je crois, millionnaires, parce qu'en fait, c'est vrai que bon, je vais peut-être vous laisser vous exprimer à ce sujet, mais voilà, c'est pas forcément propice, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. On a tous en tête la taxe Zuckman, mais hier j'ai cru halluciner. Apparemment, il y a un projet de loi du PS qui viserait à faire des millionnaires. J'ai plus le seuil. On aime beaucoup les seuils en France. Ça fait pas beaucoup sens, mais à investir dans des obligations d'État qui ne seraient adossées à aucun intérêt. Donc pour économiser les taux d'intérêt sur l'endettement de la France. On innove. Oui, et puis en fait nous quand on a ces problèmes-là, on va dire qu'on fait partie des chanceux. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est un sujet. Malgré tout, même si effectivement on peut se poser la question, parce que un entrepreneur forcément il a une vision très long terme des choses. Il doit anticiper un maximum de choses pour sa vie d'entrepreneur, pour sa structure en termes d'entreprise. On a souvent parlé là des holdings, etc. Mais c'est sûr que pendant très longtemps, la France a poussé à ça. La politique, forcément, elle évolue en fonction des présidentielles, etc. Même de l'Assemblée nationale, on subit entre guillemets ça, même si on peut aller voter, c'est important. Mais de toutes les façons, nous, en tant qu'entrepreneurs, on va toujours choisir la disposition, la structure qui est la plus bénéficiaire pour Pureva. On reste français. Notre entreprise a été créée en France. La technologie et les recherches liées à celle-ci, elles sont toujours faites en France. Nos tests en laboratoire sont faits en France. Donc on a un rattachement logique à cette France. Mais comme vous le disiez, il y a des sujets d'optimisation qui permettent de faire grandir la boîte qu'il faut qu'on regarde et faire le meilleur choix à la fin pour nous et pour Pureva. Ouais, parce que je sais pas, après, moi, ça me parle parce que je suis aussi antillais, mais on a vu que vous avez pu vendre dans 28 pays du monde, donc c'est un sujet sanitaire qui est universel. Ce serait dommage que lors de la prochaine levée, alors je dis pas... Qu'on soit freiné ou non, mais que Y Combinator, je dis n'importe quoi, ou tout autre, en tout cas, les Américains aiment bien que les structures soient immatriculées aux États-Unis, et que vous partiez et vous n'êtes pas encore millionnaire. Donc c'est juste dans la projection, comme tu le disais. C'est pas tant pour protéger en soi des millionnaires. J'ai aucun intérêt à ça. Personne ne nous sponsorise pour l'instant. Mais du coup, c'est plus pour se dire que les gens qui innovent et qui amènent des solutions, qu'ils restent en France. Enfin, on a besoin de soutien, ça c'est sûr. Société à impact. On voit concrètement on est un peu livré à nous-mêmes. Encore une fois, on a essayé un peu de le raconter, mais quand on n'est que deux à lancer une boîte sur un sujet aussi énorme et aussi important que celui de l'eau, si en plus de ça on est freiné par on va dire la société ou l'environnement dans lequel on est, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Donc on va en plus se battre contre ce qui nous entoure, et ça nous freine, ça nous permet pas d'aller aussi vite que l'on voudrait. Donc il y a aussi ce sujet-là. On a besoin de soutien de l'État et de l'ensemble de ces structures-là pour aller beaucoup plus vite. Ce serait un peu nous tirer une balle dans le pied de mettre en place ce type de politique. Et après, aussi, comme vous avez très bien dit, le temps que l'État peut-être réagisse et voilà, nous-mêmes, nous pouvons je dirais, contribuer et acheter pour notre santé et aider une jeune société française, antillaise, donc voilà. Ouais, c'est une manière de soutenir, même si vous l'achetez d'abord pour vous-même. Mais en fait, là, on parle des millionnaires, des très riches, etc. Mais l'idée de base, c'était simplement de pouvoir faire
prospérer cette société et de répondre à un problème. Et en fait, nous, si on a envie de passer aujourd'hui, on a 14 000 foyers équipés, si on a envie d'en avoir 50 000, 100 000, 1 million, en fait, c'est vrai que on a tendance à se dire, mais en fait, quel est le meilleur écosystème pour faire évoluer cette entreprise. Et c'est vrai que bon, c'est pas très difficile de faire mieux que la France quand on sait que c'est le pays le plus taxé de l'OCDE. Donc quand on parle de French Tech, de voilà la Startup Nation. Oui, donc vraiment, on a cette politique publique qui semble encourager l'entrepreneuriat, mais en même temps, on se retrouve face à des taxes sur taxes et même au niveau de l'emploi, puisque aujourd'hui, on veut prendre, tu recrutes quelqu'un, tu lui payes 2 000 euros, c'est ce qu'il touche, mais la société, elle paye 4 000. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de naviguer dans cet écosystème-là. Et bon, c'est pour ça que je pense que ça doit être le sujet numéro 1 dans la tech ou même dans l'entrepreneuriat de manière générale. Donc c'est un peu compliqué et voilà, je pense que... Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me tends un peu la perche sur un sujet qui nous est cher, c'est les aides publiques. C'est-à-dire que on entend souvent, surtout en ce moment, oui, 211 milliards de dépenses, on aide les riches et tout. Bon, c'est vrai que notamment avec le CIR, le crédit d'impôt recherche, surtout les grosses sociétés qui captent cela, mais qui embauchent beaucoup aussi. Oui. Mais l'autre sujet, je me rappelle plus de son nom, c'était un avocat qui disait lorsque vous êtes fortement ou presque matraqué avec des taxes et autres, et que les petites sociétés ont du mal à se structurer, à avancer parce que sous les charges, les nombreuses charges, en fait, c'est pas du luxe et c'est pas des cadeaux de redonner un pourcentage à des gens qui vont créer qui vont innover, qui vont employer, qui vont réduire, qui vont contribuer. Il y a un peu, en fait, un petit sujet de répartition, je pense. C'est qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui en profitent, qui en abusent parfois, qui en abusent, parce qu'il y a forcément de l'abus dans ce type de politique, et d'autres qui n'en profitent absolument pas. Donc il y a ce sujet. Je pense que du coup votre entreprise, c'est votre mission, vraiment essayer de démocratiser l'accès à ces aides publiques. Je pense que c'est primordial pour que tout le monde comprenne que c'est pas que la plus grosse entreprise qui a accès. Il faut peut-être se battre un peu plus, mais on finit par y arriver. Nous, on a reçu les bourses French Tech, etc., que beaucoup de startups ont reçu. Moi, j'ai bénéficié de l'allocation chômage au tout début de l'aventure avec Pureva. Donc, il y a des choses en place. C'est sûr qu'il faut bien les anticiper, essayer de se structurer au maximum justement pour en bénéficier un maximum. T'as parlé du CIR, c'est des choses qui sont assez avantageuses, mais il faut bien s'organiser. Bien sûr. Bon, nous, on est là pour ça. Aussi. Nous, on est là pour ça, mais c'est vrai que sur ce message-là, on a un peu le même positionnement que vous, c'est-à-dire que vous, sur le sujet de la qualité de l'eau que l'on consomme, qui est vitale, vous avez décidé de ne pas attendre que ça soit rétabli. Nous, c'est la même chose. C'est ça. La solution idoine serait que l'État assure une qualité de l'eau et aussi pas de gaspillage de l'eau, parce qu'on a dit 30%, on a dit 50% aux Antilles, mais 30% c'est déjà beaucoup, et que ce soit de qualité. Nous, c'est pareil. Si les entreprises avaient une déduction directe, on se serait pas lancé dessus, et tout le monde aurait eu le même niveau de compétitivité. On essaye de réduire cette asymétrie et d'améliorer la répartition, et c'est pour ça que on se retrouve un peu dans votre entreprise et dans votre produit. Et on est très content de vous avoir eu, mais on va pas encore finir tout de suite, on va continuer. On a compris que si vous n'étiez plus, et si vous n'aviez pas fait Pureva, vous ne seriez pas salarié. J'ai cru comprendre que ça n'a jamais été un sujet pour toi. Toi, tu as compris rapidement que c'était pas ton truc. S'il y avait pas Pureva aujourd'hui, vous feriez quoi? Alors, je me lance. Moi, c'est vrai que je pense que je serais lancé dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un sujet. Bon, je vais donner les choses bateau un peu, mais un sujet de liberté, qu'elle soit financière, structurelle, qui est ancré en moi très clairement. Le sentiment qu'on ressent de
de créer quelque chose, que ce soit dans les startups ou autres, on parle des startups parce que c'est ce dont on est, mais globalement, ne serait-ce que créer se lancer dans une boulangerie ou un métier, on va dire, un peu plus répandu, ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste une mission et une envie qu'on a de se lever tous les jours et d'aller travailler et d'avoir une vision assez long terme sur son business. Et ça, je pense que ça m'encourage et ça me motive. Donc moi, j'ai une formation malgré tout en conseiller en gestion patrimoine, où je suis allé tout au bout. Donc j'ai tous les diplômes. Donc je pense que j'aurais continué dans ça. C'est juste que j'aurais créé ma propre structure et j'aurais été mon propre patron. Donc voilà pour moi. Okay. Je rejoins Adrien sur l'aspect liberté. Moi, à 17 ans, quand je me suis lancé, c'était vraiment la valeur que je recherchais. C'était de pouvoir me dire, et même pas forcément une liberté tant financière, parce que c'était surtout la liberté aussi de son temps, d'abord. Parce que je me disais, mais en fait, quand j'étire la ligne un peu, je me retrouve salarié avec un salaire peut-être moyen, mais c'est surtout de me dire, demain, si j'ai des enfants, par exemple, oui. Et que je sais pas, mon fils a envie à une compétition sportive et que moi, en fait, aux mêmes horaires, je me retrouve bloqué dans un travail. C'est embêtant. Si j'ai envie d'aller en fait, c'est vraiment un côté liberté de temps, liberté géographique. Et parfois, avec le même salaire, le même revenu de 2000 €, si t'as cette liberté parce que tu travailles en ligne, que tu es indépendant, tu peux gagner n'importe où, organiser ton temps comme tu veux. Donc moi, c'était un petit peu ce que je recherchais. Ça, c'était dans un premier temps. Donc on va dire les 3 premières années d'entrepreneuriat. Et une fois que j'ai acquis ça, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment avoir de l'impact. Donc, créer des sociétés qui vont permettre d'améliorer quelque chose, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et bon, on le sait, entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Donc, moi, en fait, je serais juste en quête de problèmes. Je serais en train de regarder ce qui ne va pas. Souvent, ce sont des choses qui me touchent personnellement, parce que quand ça te touche, toi, t'es le mieux placé pour y répondre, pour comprendre, et puis pour t'investir sur au moins du moyen terme dessus, parce que il suffit pas de trouver une opportunité, il faut que ça puisse te driver et te permettre de passer toutes les embûches des premiers temps sur un projet. Donc voilà, je pense que je serai en train de chercher des problèmes, chercher à y résoudre comme j'ai toujours essayé de faire, quoi. Oui, c'est super intéressant ce que vous dites. Et justement, en rebondissant sur cela, je sais pas, enfin, est-ce que pour vous, vous sentez aussi une forme de devoir ou presque de pression de représenter aussi un peu la jeunesse antillaise, la jeunesse martiniquaise et ce soutien qu'il y a derrière vous et tout cela? Alors, bon, le soutien, on l'a d'une certaine façon. On est accompagné par différentes structures qui sont effectivement aux Antilles. Maintenant, ce besoin de représenter ou de représentation, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais c'est sûr qu'il est important parce que inspirer les plus jeunes, même si on reste assez jeunes, à entreprendre, à chercher des solutions aux problèmes actuels, comme a très bien dit Vincent, c'est important, c'est primordial. En fait, c'est ce qui va créer en fait la constante évolution de nos sociétés. Que ce soit entrepreneurial, mais de façon générale aussi, parce que les jeunes entreprises influencent forcément ce qu'on va faire dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, en fonction de leur réussite, et même de leurs échecs. Il y a des entreprises qui ont échoué parce que c'était pas au bon moment, mais la même idée 10 ans plus tard va permettre justement de faire évoluer la société. Donc il y a un besoin d'essayer des choses, de réussir ou d'échouer, mais de toujours avoir cette volonté d'avoir un impact, de chercher à résoudre des solutions. La Martinique et la Guadeloupe sont des terres de talent. Ça, je pense que on n'a pas besoin de l'expliquer, dans plein de domaines différents, que ce soit le sport, la musique, la culture de façon générale, mais aussi l'entrepreneuriat. On a un besoin continuel de faire valoir la richesse de nos îles, et le faire à travers avec notre société, et en plus avoir un impact
impact local, national et international. C'est sûr que c'est l'idéal et c'est ce qui évidemment nous permet de faire un peu plus, de faire le pas en plus et faire les efforts qu'il faut pour emmener notre société, notre solution tout en haut, entre guillemets. Au sommet. Ouais, moi je trouve que ce dont on manque le plus, en tout cas pour la jeunesse dans les Outre-mer, c'est vraiment des exemples, des modèles de réussite. Parce que c'est vrai que Adrien le disait, on a du talent dans pas mal de choses. On va trouver des modèles de réussite dans le sport, dans la musique, dans plein de choses. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, si aujourd'hui on nous demande de citer nos 5 top entrepreneurs antillais, c'est difficile. Et donc, je vais pas dire qu'on représente cette jeunesse entrepreneuriale, mais malgré nous, c'est vrai qu'on est sollicité, on essaye nous aussi. Moi qui vis en Martinique, quand je rencontre un porteur de projet, des l'aiguiller, etc. Mais c'est vrai qu'on manque de ça, on manque de modèles, et pour ça il faut des structures qui accompagnent, il faut aussi des entrepreneurs qui prennent le temps de parler avec d'autres, et il faut des personnes comme vous qui font également des podcasts, des choses où en fait cette envie d'entreprendre, ce savoir-faire, cette culture de l'entrepreneuriat soit diffusée et que derrière, un jeune puisse regarder ça et se dire en fait j'ai envie de faire pareil et que ça c'est puisse possible. le driver. C'est possible parce que souvent on se dit qu'on a envie de faire, mais qu'on se dit que on va être bloqué par ci ou par ça. Donc là, on le confirme, c'est possible. Alors on n'est pas tout en haut, mais au moins pour arriver là où on est allé, c'est clairement possible. Ok. Et c'est quoi la prochaine étape justement pour vous avez parlé d'internationalisation. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez déjà des pays en tête? Si vous pouvez dire un peu plus. Ouais, on a quelques pays en tête. Forcément, on a parlé de Product Market Fit tout à l'heure. C'est ce qu'on regarde en premier. Donc déjà la partie logistique, voir si on a une capacité de facilement livrer nos produits à nos clients. Et pour le coup, les pays qui ressortent le plus dans nos analyses, c'est les UK, l'Angleterre. En tout cas, c'est le plus proche et on va dire le plus facile à attaquer rapidement. Ensuite, on a déjà réalisé des tests en Australie qui nous confirment également un product market fit. Et puis les États-Unis qui semblent assez logiques, de par le fait que le marché e-commerce soit assez important là-bas, que le pouvoir d'achat soit important et évidemment que les problématiques autour de l'eau soient très similaires à celles de la France. Il y a encore plein d'autres pays qui sont très intéressants et qui ont eu un besoin assez important. C'est juste qu'on n'a pas forcément encore la structure pour le faire. On l'aura. C'est aussi pour ça qu'on lève des fonds. Mais c'est sûr que des pays, notamment en Afrique ou en Asie, où on nous demande mais pourquoi vous n'êtes pas encore là-bas? Parce que le besoin il est juste énorme. C'est juste que nous, on est une petite structure. On a besoin avant d'aller chercher un volume super important, d'avoir une structure qui peut recevoir ce volume-là. Et forcément, ça demande un minimum de temps, un minimum d'investissement. Et c'est à ça que ça sert justement une levée de fonds, un peu accélérer le temps pour que la structure puisse recevoir ce type de volume-là. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Adrien, Vincent, d'être venus Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut trouver justement le produit, le filtre? Ouais, pureva.com, pureva.com. Vous pouvez acheter directement sur le site e-commerce. Et puis si vous voulez nous contacter, on est assez disponible sur LinkedIn, Adrien Charnicolas et Vincent Mongis. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et si vous avez aimé l'épisode, likez, partagez, donnez-nous de la force. Merci à vous. Merci.